Donc c'est vrai que je suis pas du tout issue du milieu de la cosmétique, donc je suis aussi arrivée avec un œil neuf, avec un bagage scientifique certes, mais en tout cas nouveau sur les formulations cosmétiques. Nous, on est capable en jeune start-up de pouvoir développer des produits en 4 à 6 mois, c'est juste exceptionnel. Aucun grand groupe n'est capable de faire ça. C'est des formulations, des développements produits qui mettent plus de 12 mois, 1 an et demi parfois. Une entreprise à mission, comme tu l'évoquais, mais aussi refaire vivre des cultures ancestrales et notre histoire. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Léodie. Bonjour Frédéric. Alors, nous sommes à distance. Depuis 2019, tu es la cofondatrice du Rouge Français, une start-up qui commercialise et fabrique des rouges à lèvres véganes, mais pas que, et on va le voir tout à l'heure. Ensemble, on va décrire cette aventure et ton parcours, comprendre pourquoi et comment tu t'es lancé. Quelle est ton ambition, surtout vis-à-vis de géants comme L'Oréal, MAC, Chanel, etc., Guerlain ? Qu'est-ce que tu proposes de plus, de mieux ? Mais tout d'abord, on va parler de toi. Je voudrais que tu me dises quelques mots sur toi. Bien sûr, merci Frédéric de m'avoir invité à ce podcast. Donc effectivement, je suis Élodie Carpentier, je suis la cofondatrice de la maison Le Rouge Français. Donc moi, je suis ingénieure en biotechnologie. Donc j'ai un double diplôme avec une formation scientifique en process biotechnologique. Donc vraiment une utilisation des process avec toutes les matières issues du vivant. Et j'ai aussi réalisé une école de commerce. Donc avec un MBA sur tout ce qui va être gestion de projet et business développement. Donc après ces études, j'ai effectivement eu une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai travaillé plus de 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. Alors je l'ai pas vu sur ton profil LinkedIn. Alors notamment en fait j'ai démarré sur Sanofi Pasteur, donc avec la création de vaccins. J'étais très proche de la paillasse au laboratoire de recherche et développement pour au fur et à mesure me rapprocher vraiment du produit, mais aussi de l'infrastructure, puisque derrière j'ai construit aussi des usines de production de médicaments pharmaceutiques. Et effectivement, j'ai travaillé donc chez Sanofi Pasteur, mais aussi chez Sanofi, Ipsen, donc des grands groupes pharmaceutiques, et aussi dans le milieu du conseil, comme notamment chez AK Technologies, où j'ai créé une business unit biotech et une cellule de affaires réglementaires et contrôle qualité. Comment ça se fait que j'ai pas vu tout ça sur ton profil LinkedIn ? Alors c'est parce que j'ai créé la société le Rouge Français en parallèle d'un poste chez Ipsen, donc j'ai recréé en fait un autre profil. D'accord. Et effectivement c'est l'état même de la femme plurielle qui réalise différentes carrières en même temps. Et donc sur mon profil j'ai effectivement indiqué 10 ans dans l'industrie pharmaceutique, puisque le combat de la santé de la femme notamment, est très important pour moi. Tu parlais de la paillasse, c'est quoi la paillasse ? Donc la paillasse, c'est en fait le laboratoire de recherche et développement lorsqu'on va vraiment manipuler les ingrédients pour créer des formulations, pour créer finalement, on va dire, le médicament ou le produit fini comme en cosmétique. On va revenir un peu en arrière. Tu es née où ? Alors moi, je suis née en banlieue parisienne, dans le 94, et sinon j'ai des origines corses. Donc mon pays de cœur, c'est la Corse. Tu as grandi plutôt en Corse ou plutôt en...
Alors, j'ai grandi en région parisienne, mais je faisais beaucoup d'allers-retours en Corse, donc à Cargèse et Balogne, dans le Niolo, et proche effectivement de la mer Méditerranée. Et derrière, j'ai fait mes études à Marseille, donc j'ai aussi un fort ancrage méditerranéen. Oui, Cage. Exactement. Polytech et Cage. Quand on a discuté les premières fois, tu as des bureaux à Marseille, c'est ça? Oui, effectivement. La moitié de l'équipe est sur Paris et l'autre moitié sur Marseille, où on a nos bureaux face à la mer au Mucem. D'accord. Quel genre d'enfant et d'enfance? Une enfance plutôt sereine et on va dire Studieuse? Oui, studieuse, puisque effectivement en termes d'études, j'ai aussi commencé la partie scientifique très tôt. Hein. J'ai fait un bac sciences et techniques des laboratoires, donc dès le lycée. Puis derrière, j'ai enchaîné sur une classe préparatoire où j'ai fait maths sup, maths spé. À l'école de biologie, de chimie et de physique à Paris et forcément la préparation aux classes préparatoires agroalimentaire, environnement et vétérinaire. Donc plutôt studieuse et je suis fille unique, donc voilà, plutôt privilégiée. Tu t'es orienté, alors il y a plusieurs choses. Tu t'es orienté donc vers aujourd'hui, on le sait, la cosmétique, mais une cosmétique végane. Donc 3 choses. La première, est-ce que tu avais une appétence, une envie de devenir entrepreneuse? La deuxième, est-ce que tu avais une tendance au vegan? Et est-ce que tu aimais aussi la cosmétique pour rassembler tout ça, ou ce sont des hasards? Déjà, c'est, on va dire, une affaire familiale et aussi culturelle. Je suis dans un environnement artistique, mais aussi de commerce depuis toujours. Et j'ai vendu mes premiers fossiles et pierres préhistoriques lorsque j'étais enfant dans des vides-greniers à la campagne. Et c'est vrai que j'avais créé aussi mon premier musée de paléontologie en Dordogne, dans le Périgord, pour faire visiter aux Anglais, aux Américains l'histoire. Et c'est vrai que la partie entrepreneuriat, c'est beaucoup aussi cultivé lors de mes études. Lorsqu'on fait des études de commerce en parallèle des études scientifiques, on nous amène à créer plusieurs sociétés fictives. Et au fur et à mesure, effectivement, de mes études, on nous pousse à créer des projets qui se transforment parfois en business model qui tournent. Et donc, voilà, j'ai créé, comme je l'ai évoqué, Heroic Learning et Biospeed Consulting, donc qui étaient des projets d'entrepreneuriat. Et derrière, j'ai aussi mon mari qui n'a jamais été salarié, donc qui a toujours été entrepreneur et qui a monté sa première société en fait qui utilisait la technologie RFID et notamment le Nabastag, le petit lapin qui lit des histoires et qui peut donner des informations. Et derrière, il a revendu ses parts pour créer une société qui s'appelle EasyCon dans la robotique domestique. Et effectivement, il est parti de rien avec 200 € en poche et au fond de son garage, un peu à la Google, pour créer 7 ans après 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 7 salariés, enfin une dizaine de salariés. Donc aussi un milieu très inspirant à la maison sur l'entrepreneuriat, ce qui m'a vraiment donné envie finalement quand j'étais enceinte de créer le Rouge Français. Juste un truc, si on revient en arrière encore une fois, tu parlais d'un petit musée, tu avais quel âge? J'avais 8 ans. Donc, alors, ce que tu as dit, j'ai créé un musée à destination des Anglais, etc. Ouais. Donc, tu le faisais quoi, à la maison, et ils venaient y payer? Ouais, c'était un petit musée à la campagne où j'avais créé en fait chaque période en paléontologie sur en fait la collection de paléontologie familiale. Et le Périgord est un milieu aussi fortement chargé en histoire, en paléontologie, les fossiles, mais aussi en préhistoire. Et effectivement, je faisais l'accueil des Anglais. Il y avait un livre d'or, etc. Et c'est vrai que c'était très passionnant de pouvoir partager son savoir-faire avec les étrangers. C'est marrant, à 8 ans. Ouais. Et pourquoi la biotech? Alors la biotech parce que en fait on a
on a connu et on connaît encore un monde où tous les ingrédients issus de la chimie et notamment du pétrole sont très présents, nous entourent au quotidien. Depuis l'avènement de la chimie dans les années 1940, on a eu un vrai virage, on a perdu beaucoup d'industries où l'ingrédient même est issu du vivant. Et de la biotechnologie. C'est vrai que on utilise des savoir-faire comme par exemple la vinification ou la fermentation pour le pain depuis des millénaires. Et aujourd'hui, c'est des savoir-faire qu'on perd de plus en plus parce que voilà, la chimie a pris le pas et malheureusement, on utilise des ingrédients qui sont non durables comme le pétrole, alors que l'idée c'est vraiment de revenir au basique, au végétal, qui est une ressource durable et qui permet vraiment d'avoir des potentiels infinis. Pour terminer sur toi, tu m'as répondu sur l'entreprise, tu m'as pas répondu sur la cosmétique et sur le côté vegan. Est-ce que c'est une des matières sur lesquelles tu es sensible ? Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est important pour moi la partie santé de la femme, puisque ayant travaillé dans l'industrie de la pharma et de la santé pendant quasiment toute ma carrière, j'ai voué vraiment ce combat sur le patient et la santé et le bien-être. La cosmétique, c'est aussi un moyen de pouvoir on va dire en amont préserver la santé de la femme parce que au quotidien on se rend compte que on applique énormément d'ingrédients controversés qui peuvent potentiellement engendrer des conséquences néfastes sur sa santé et pour moi c'est un combat numéro 1 que je peux vraiment accomplir dans la cosmétique. Donc c'est vrai que je suis pas du tout issue du milieu de la cosmétique, donc je suis aussi arrivée avec un œil neuf avec un bagage scientifique certes mais en tout cas nouveau sur les formulations cosmétiques. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, comme il y a déjà la partie biotechnologie végétale et du coup la botanique aussi en termes de passion qui m'anime, c'était vraiment de pouvoir mixer la santé de la femme, aller sur des formulations qui soient saines et aussi qui du coup utilisent le végétal et les propriétés biologiques du végétal. Donc voilà pourquoi la cosmétique. Après le véganisme, c'est parce que effectivement, vegan ça veut dire qui intègre aucun ingrédient issu des animaux ou sous-produit des animaux. Et du coup, c'est vrai que moi je suis quand j'étais enceinte, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais et j'étais vraiment portée sur une nourriture biologique grâce à ma mère pardon et sur le végétal à ma maman et sur le végétal et du coup l'idée c'était aussi d'intégrer vraiment des ingrédients qui soient sains et durables dans les cosmétiques et pas que dans mon alimentation. Tu es végane ? Alors je suis pas végane, je suis végétarienne, mais effectivement c'est aussi. Donc tu manges du poisson et des œufs, etc. Alors poisson non, pas vraiment, mais les œufs oui et le fromage. Et du coup, c'est vrai que le véganisme, c'est comment dire, c'est quand même des chiffres assez incroyables. Hein. On dit que il y a plus de 5% des Français aujourd'hui qui sont végétariens ou végétaliens. Et après, il y a de plus en plus de personnes qui sont flexitariens, donc qui font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils consomment, donc notamment aussi en cosmétique, et du coup qui diminuent leur consommation de viande et de poisson. Et c'est vrai que ça a des impacts aussi hyper importants en termes de santé, mais aussi on va dire, d'écologie. Avec quand j'ai interviewé le dernier épisode avec Guillaume Dubois des Nouveaux Fermiers, a fait un pivore. Effectivement, donc ils ont ce combat d'un côté le véganisme, de l'autre côté évidemment le bilan climatique en fait, parce que ça une vache, la création de viande demande énormément de CO2 et d'eau évidemment quoi. Donc on parlait de l'eau et effectivement on dit que en fait un mangeur de viande il produit plus de 870 kg de CO2 par an, alors qu'un arbre il séquestre que 84 kg de CO2 par an. Et oui. Donc c'est vrai que c'est énorme et voilà souvent le petit comment dire chiffre qu'on retient, c'est que si tu manges 1 kilo de viande, c'est comme si c'était l'équivalent d'un voyage de 180 km en voiture. Donc voilà.
Après, mon combat, c'est pas forcément de rendre la planète végane entièrement, mais c'est vrai que si chacun fait sa part, c'est un peu l'idée du colibri. Chacun fait sa part et que d'un point de vue santé et aussi environnemental, on diminue déjà la consommation, ce sera déjà pas mal. Puis en attendant, ça permettra aussi de diminuer la pollution des nappes phréatiques, parce que c'est vrai que la viande, c'est un sujet qui touche globalement l'environnement et la santé. Donc voilà, c'est plutôt avoir cette vision holistique et permettre à chacun d'avoir au moins une alternative et pas que dans l'alimentation, mais effectivement maintenant dans la cosmétique avec des ingrédients qui sont totalement végétals. Et pas que effectivement quelques ingrédients, parce que souvent on se dit tiens, je vais monter une marque végane, je vais enlever tout ce qui va être issu des animaux, sous-produits des animaux, comme par exemple la cire d'abeille pour le maquillage qui me concerne, mais vraiment aller à l'essence même du produit qui est en maquillage, la coloration, donc le pigment. Donc là on va travailler sur du pigment végétal et non du pigment animal. Alors, avant tout ça, avant de commencer à parler donc du rouge français, on se situe juste un peu avant 2019. Comment tu as eu l'idée alors, j'ai plusieurs questions, mais d'abord, comment tu as eu l'idée d'arriver là, pourquoi et comment après on y arrive? Alors du coup, l'idée, elle est venue quand j'étais enceinte. C'est vrai que c'est le déclic. Alors ça peut paraître banal, mais finalement, c'est un constat que je partage avec énormément de femmes. Quand on est enceinte, on fait vraiment attention à ce qu'on mange, à ce qu'on se met sur la peau. Avant, je faisais beaucoup de compromis et voilà, je pense que pas mal de femmes font pareil pour être belles, pour avoir des produits luxueux qui me plaisent, qui sont désirables, mais qui en termes de formulation, sont pas forcément en cohérence avec, on va dire, du respect de la santé, de ma santé. Mais quand on est responsable d'un enfant qu'on porte, on fait plus de compromis. On fait vraiment attention aussi, du coup, en termes de responsabilité, à ce que ça peut engendrer pour le fœtus. Et c'est là où je me suis mis à regarder vraiment toutes les compositions. Aujourd'hui aussi, ma génération, c'est la génération Yuka, des applications comme Inky Beauty, Clean Beauty, etc. Donc, je me suis mis à scanner tous les produits de ma salle de bain. Et effectivement, en santé, on va dire sur la partie beauté et soins, donc tout ce qui est crème, tout ce qui va être gel douche, etc. Il y a eu des avancées fulgurantes en clean beauty. Par contre, sur le maquillage, on est très très en retard. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'ingrédients controversés dans le maquillage. Du coup, ce déclic pendant ma grossesse m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment un gap sur les innovations maquillage qui intègrent des ingrédients qui soient sains pour la santé, ou en tout cas qui ne soient pas controversés ou néfastes. Et c'est aussi finalement, en plus de cette grossesse, de ces trop plein d'hormones qui fait que voilà, on a des élans d'entreprendre, des créativités et de création, ma passion pour la botanique, donc vraiment le végétal. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est le cheminement. C'est-à-dire que je comprends très bien que, par exemple, dans le cas de Yuka, qui alimente un épisode qui va sortir bientôt d'ailleurs, dans le cas de Yuka, où on va scanner des aliments parce qu'on va les ingérer. Dans le cadre, par exemple, de Justine Hutto que j'ai interviewé, où on va se mettre des crèmes de jour, des shampoings, du dentifrice, etc., tout un tas de produits, aussi. Mais dans ton cas à toi, et ce sont tes chiffres à toi, il me semble, enfin, pas à toi, mais ce sont des chiffres que tu as cités. Une femme met à peu près 4 kilos de rouge à lèvres dans sa vie. C'était quoi? C'était le fait d'embrasser ton enfant avec ce rouge à lèvres là, ou le fait que le rouge à lèvres posé sur tes lèvres va quelque part un peu rentrer à l'intérieur de ta peau et potentiellement être peut-être d'une façon un peu nocif. C'était quoi le cheminement? Oui, les controverses, c'est ça, c'est que en fait, une femme enceinte doit vraiment protéger sa santé et ingérer le moins d'ingrédients potentiellement néfastes. C'est ce qu'on appelle l'exposome, c'est la quantité de produits controversés qu'on va ingérer. C'est vrai que le rouge à lèvres, on l'ingère, une crème un peu moins parce qu'il y a la barrière cutanée, donc on est protégé. Mais plus j'ai pas pensé qu'on mangeait aussi avec le rouge à lèvres. On mange avec le rouge à lèvres. Oui. On mange, on boit.
donc forcément on l'ingère. Et ce qui est aussi frappant, c'est des ingrédients tels que le dioxyde de titane ou le mica, que l'on retrouve partout en cosmétique et aussi en maquillage. En fait, aujourd'hui, sont de plus en plus controversés. Le dioxyde de titane, c'est interdit dans l'agroalimentaire depuis l'année dernière. Donc, c'est interdit en réglementation pour l'ingérer, pour le manger. Alors qu'effectivement, le rouge à lèvres, on en ingère 4 kilos dans une vie. Et le dioxyde de titane, aujourd'hui, est présent même dans les produits qui sont certifiés bio, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir le retirer. On en ingère ou on l'applique pour 4 kilos? On en ingère. On en applique beaucoup plus. Ah, ça dépend des femmes. D'accord, oui, d'accord. C'est un peu comme les microplastiques. On dit qu'on ingère une carte bleue tous les, je sais plus combien de mois, avec tous les microplastiques qu'on retrouve dans son alimentation. Mais là, voilà, le rouge à lèvres, c'est quand on 4 kilos quand même. Oui, non, mais j'avais pas d'idée. Alors, tu vois, c'est tellement abstrait que j'avais pas d'idée parce que je sais pas quelle quantité une femme met de rouge à lèvres sur les lèvres si elle les met une fois par jour. Mais effectivement, ingérer, ça signifie, comme tu as raison, c'est-à-dire on boit un verre et on mange avec sa fourchette ou un sandwich, c'est sûr que le rouge à lèvres, il est dedans, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc là, quand j'étais enceinte, l'idée et la création en fait du rouge français, c'était vraiment de se focaliser sur ce qui est l'essence même du maquillage, la couleur. Et donc notamment le pigment. Donc de repartir effectivement sur ce qui est utilisé et connu en botanique depuis des millénaires et notamment à travers les cultures ancestrales, qui est la pigmentation et la coloration issue du végétal. D'accord. Alors comment tu arrives alors là tu bossais donc chez Sanofi à l'époque, plus ou moins. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait donc tu es enceinte, quel est le déclic pour créer ton entreprise et créer ce produit en fait? Et comment ça va? Du coup, c'est vraiment d'avoir utilisé toutes mes expertises scientifiques pour justement trouver des alternatives, une solution à un constat marché qui est que 99% du maquillage aujourd'hui est issu de pigments issus de la synthèse chimique, donc du pétrole non durable, où le 1% qui reste est sur du pigment minéral. Donc avec, on va dire, pareil, des ingrédients controversés comme le mica que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'était de prendre cette partie scientifique, mais aussi ma passion pour la botanique, de trouver des partenaires pour m'accompagner sur la formulation. Donc j'ai démarré vraiment dans la cuisine, comme on peut le dire, avec les casseroles, etc. D'ailleurs, j'ai toujours aujourd'hui encore, après tant d'années, mon laboratoire à la maison pour faire mes POC, donc mes preuves de concept. Et derrière, trouver un laboratoire partenaire, parce qu'au début, bien sûr, je n'avais pas mon laboratoire à Marseille où on fait toute la partie développement formulation. Et après, l'industrialiser, donc faire des montées en échelle. Et finalement, c'est vraiment, en plus de, on va dire, ma volonté, l'idée de partir sur la botanique, des rencontres. Donc la première, c'était avec la papesse des plantes tinctoriales, puisque ce qu'on utilise dans le végétal, ce sont des plantes tinctoriales. Donc tinctoriales, ça veut dire teintantes, propriétés colorielles, donc qui donnent de la couleur, mais aussi bénéfiques pour la santé. Qui est une émérite chercheuse du CNRS qui a voyagé à travers le monde entier à la quête des cultures ancestrales et de l'utilisation de ces plantes tinctoriales depuis la nuit des temps. Donc effectivement, au début, elle me racontait des histoires comme Cléopâtre, une des plus belles femmes au monde, qui utilisait déjà la garance, qui est une plante tinctoriale, pour sublimer ses lèvres. Et ça, voilà, ça m'a complètement transportée. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Mais tu l'as rencontré après l'idée. La question est précise, si tu veux, excuse-moi, mais c'est que je comprends très bien. Tu es enceinte, tu veux pas transmettre. Je sais pas comment on appelle ça. Des ingrédients controversés. Ces ingrédients controversés à ton enfant. À la base, tu te dis, je vais fabriquer mon rouge à lèvres ou je vais créer mon entreprise ou tu avais l'entreprise dans la tête quand même? Oui. Alors du coup, c'était vraiment ce constat marché. Il y a une valeur à créer sur ce marché et j'ai commencé à la maison. Et après, c'est des rencontres avec ces partenaires. Donc la première qui m'a aidé sur la partie formulation et recherche et développement, et aussi un autre partenaire sur un salon de cosmétiques qui a une usine en Normandie et qui travaille dans le maquillage et la formulation de rouge à lèvres, enfin la fabrication de rouge à lèvres depuis très longtemps, et qui m'a dit mais
c'est extraordinaire, j'ai jamais eu vent de cette idée, il faut le faire, et il m'a fait confiance, et du coup on a créé vraiment tout le business model, mais surtout les process ensemble. Et après, j'ai convaincu mon mari de me rejoindre dans l'aventure. Donc pendant la grossesse. Donc à la base, ça reste de la chimie, ça reste ta cuisine, tes casseroles. Allez, tu te réveilles un matin, tu dis je vais faire mon rouge à lèvres, ok? Oui. Comment tu fais, quoi? Bon, c'est sûr que tu es ingénieur à la base, mais comment tu fais pour, tu vas acheter quoi? C'est quoi comme matière à la base? La teinture, je l'ai compris, hein, un peu plus ou moins, hein, mais sinon, la texture, tout, comment ça se passe, quoi? Après, en plus du pigment, c'est des cires, des huiles, du beurre pour un rouge à lèvres, donc c'est assez simple. Ah oui? Donc du beurre? voilà, donc on va aller chercher du beurre de karité, du beurre de cacao. Pour les cires, comme effectivement c'est des ingrédients véganes, il n'y a pas de cire d'abeille, mais on a remplacé, pour avoir des très belles textures à l'équivalent du conventionnel, par des cires de riz, donc une céréale, candélila, carnauba, donc vraiment des cires issues du végétal. Et effectivement des huiles, donc huile végétale comme l'huile de ricin qui est réparatrice, mais aussi abricot, de tournesol, etc. Donc c'est des ingrédients qu'on trouve vraiment facilement dans le commerce ou en pharmacie, en apothicaire. Et derrière, voilà, c'était l'idée de faire une POC, une preuve de concept, de voir que on puisse créer une formulation qui soit à l'équivalent en termes de teinte, de tenue et de texture du conventionnel. Et après c'est parti, une fois que la POC est faite, on met en place les processus, on les développe et on les industrialise. Et tu regardes déjà s'il y a autre chose à côté? Si les grands le font, s'il y avait rien qui existait en fait? Bien sûr, c'était le constat dès le début. Une fois que j'ai eu l'idée, j'ai fait pas mal de recherches, une bibliographie, et c'est là où la chercheuse du CNRS m'a aussi aidée. Je me suis entourée de professionnels de la propriété intellectuelle, de l'INPI, des bases de données de l'INPI. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gap sur ce marché, et que cette innovation était sérieuse et qu'on pouvait la breveter. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de brevets sur la coloration végétale, et qui est protégée pour le rouge français. C'est ça qui est fascinant, c'est que aussi bien avec Carole Juge de June ou Justine Ito de Respire, vous naviguez au milieu de consortiums ou de boîtes multinationales, et je me dis comment on fait pour y penser alors que les autres y ont pas pensé en fait. Pourquoi toi, quoi? Ouais. Ouais, c'est tout l'attrait de l'innovation, c'est que ça sort de nulle part. Après, j'ai breveté, hein, c'est une innovation mondiale. Personne ne fait du maquillage à la coloration végétale aujourd'hui. Par contre, voilà, c'est connu depuis la nuit des temps. Les cultures ancestrales, notamment par exemple le roucou, qui s'appelle aussi arbre à rouge à lèvres, est utilisé par les Amérindiens, ce qui leur a donné aussi le nom de peau rouge depuis très longtemps. Ils utilisent en fait cette graine qui donne un rouge magnifique pour colorer leur peau en rouge pour se protéger des moustiques, du soleil, et aussi dans leur rite tribal de passation, par exemple de l'enfant à l'âge adulte, etc. Donc j'ai rien inventé. D'accord, mais tu disais, on a des brevets mondiaux, enfin d'innovation, qui permettent de créer des rouges à lèvres à partir de teintes naturelles, végétales. Jusqu'à avant toi et aujourd'hui, et donc à côté de toi, les rouges à lèvres sont fabriqués avec quoi? Donc aujourd'hui, la coloration pour 99% est issue de la synthèse chimique, donc du pétrole. Donc ce sont des ingrédients qui sont de synthèse, issus de la synthèse. Et le 1% qui reste, c'est du minéral qui utilise notamment du mica qui est extrait du sol. Donc c'est vraiment de l'excavation minière. Donc là, le végétal est une ressource durable et avec un potentiel infini. Et avant les années 40, avant l'exploitation du pétrole pour le plastique et tout ça, les rouges à lèvres étaient faits avec quoi? Parce que entre Cléopâtre et je sais pas, et 1940, il y a des rouges à lèvres quand même. Oui, bien sûr. Après, il n'y avait pas d'industrialisation. La protection de la propriété intellectuelle industrielle n'existait pas. On était vraiment sur du rite ancestral, sur des coutumes qui se passent de génération en génération. Et effectivement, à l'époque, c'était sur du végétal déjà et du minéral, avant l'avènement de la chimie.
D'accord. Donc tu as repris finalement ce que faisait avant, quoi. Ce qu'on faisait avant. Oui, tout à fait. D'accord. C'est un peu comme, comment dire, je crois que c'est Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On s'inspire aussi de ce qui existe pour créer des nouvelles choses. D'accord. Alors, tu as ta casserole, ton beurre, ta coloration, etc. C'est super, il est rouge, il est bien, mais un rouge à lèvres, c'est pas que ça en fait. Donc, comment, et c'est encore une fois un terme que j'ai trouvé que tu as employé, tu appelles ça les 3 T, c'est-à-dire teinte, tenue et texture. Comment tu vas résoudre ces problèmes, sachant que si l'un n'est pas présent dans ces 3 T, tu vendras pas ton rouge à lèvres. Exactement. Un produit performant, c'est un produit qui va avoir une teinte qui soit appréciable par la clientèle, une tenue et une texture aussi à l'équivalent de ce qu'elles connaissent, donc du conventionnel et de la pétrochimie. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer en fait tout un système, un processus de contrôle qualité. Donc on est parti de zéro, hein, étape par étape, tout au long de la chaîne de valeur du produit, depuis le champ, donc l'extraction vraiment du colorant dans les plantes, sa transformation en pigment jusqu'à la formulation du rouge à lèvres. On a appliqué des processus en fait de contrôle de teinte en mélangeant des lots, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple une plante tinctoriale, donc par exemple une garance, lorsqu'elle est plantée, qu'on plante la graine en fonction de la période, du taux d'humidité, de l'ensoleillement et de la période de récolte, la teinte peut être différente puisqu'on est sur du vivant, sur quelque chose de biologique qui va vivre. L'idée, c'est d'avoir des processus qui permettent d'avoir une reproductibilité. Donc de lot en lot, on puisse obtenir la même teinte. La tenue et la texture, c'est aussi dans les proportions d'ingrédients qu'on va mettre en place. Donc, il y a eu énormément, plus de 18 mois de recherche et développement qui ont permis de stabiliser et de créer finalement tous ces processus. Donc, la valeur du rouge français, c'est pas que voilà l'idée et l'utilisation d'un pigment végétal, mais c'est aussi la mise en place de tous ces processus depuis le champ jusqu'aux lèvres des femmes, à la peau des femmes. Et quelle a été la plus grosse difficulté sur ces 3 T ? La tenue, parce que en fait on a enlevé aussi comment dire, un ingrédient qui est le dioxyde de titane que j'évoquais tout à l'heure, qui donne une très belle couvrance et un fond blanc, et donc qui permet au rouge à lèvres de tenir, mais on a réussi en fait le challenge en augmentant vraiment les proportions aussi du pigment, de la propriété colorielle, pour pouvoir pallier à cette couvrance et avoir des tenues à l'équivalent du conventionnel, donc 4 heures en moyenne, sachant que c'est pas une encre qui se fige, hein, c'est pas un tatouage comme les tatouages chimiques qui peuvent durer 2-3 jours, mais c'est vraiment un rouge à lèvres conventionnel qu'on va remettre quand on a mangé ou goûté, etc. Et tu disais, tu as combien à peu près aujourd'hui sur sur la totalité des rouges à lèvres que tu as, combien de plantes vous avez à peu près? Alors, de plantes qui fournissent Oui, en fait, la passion de la coloration végétale, c'est la quête des plantes tinctoriales. Donc, on a été récolter des plantes à travers le monde. Moi, j'ai privilégié bien évidemment la garance, l'indigo sur des cultures locales et françaises. Mais lorsque la plante est endémique d'un autre pays, on va aller la chercher dans son pays d'origine pour respecter la biodiversité et les populations qui en vivent. Et du coup, à travers le monde, j'ai réussi à récolter plus de 250 plantes. Donc, j'ai un pantone végétal extraordinaire, et on se rend pas compte, mais la nature nous permet d'avoir vraiment toutes les teintes nécessaires pour un très beau maquillage. Donc, tu peux avoir du rose clair, du bleu, du marron, tout ce que tu veux. Voilà, exactement. Des gammes de rose, de rouge, de brun, mais aussi du vert et du bleu. Donc, c'est assez large. C'est pour ça qu'on a aussi lancé la collection Regard avec les noirs et les bleus. Et derrière, on a démarré par le rouge à lèvres, donc sur 16 teintes de produits finis.
Donc voilà, avec 250 plantes, on peut créer un univers assez complet. Mais on a démarré vraiment la partie rouge à lèvres sur 16 teintes. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter toutes les collections, donc passer sur le regard, le teint, avec les blushs, le fond de teint et même des vernis pour ne plus être pionnier de la coloration végétale, mais leader. Et donc derrière, développer de plus en plus de références. Et la coloration, elle vient du pigment ou du process? La coloration, en fait, c'est le colorant qui, pendant le processus, se transforme en pigment et qui, derrière, donne de la couleur. Et ces ingrédients, comment tu as eu l'idée de les trouver Enfin, bon, la garance, peut-être que c'était connu par Cléopâtre ou le je sais pas, le truc des peaux rouges, je me souviens plus. Le roucou, l'arbre à rouge à lèvres. Voilà. Mais sinon, comment tu arrives à trouver d'autres teintes Alors c'est cette quête qui est associée à des voyages. Avec mon mari Salem, on est parti au Sri Lanka à la quête des plantes tinctoriales. On a été dans un jardin botanique de culture de plantes tinctoriales en agroforesterie. Donc c'était vraiment passionnant. On a appris à redécouvrir énormément de plantes utilisées dans ces cultures. Par exemple, on a aussi le jacquier qui est utilisé dans la culture hindoue. Vous savez, c'est le jaune orangé qui est utilisé en industrie du textile pour les moines bouddhistes. Et on a été aussi dans des jardins botaniques, interroger des scientifiques. Donc, je vous avais parlé du CNRS en France, de l'INRA, mais il y a aussi effectivement dans chaque pays des instituts de recherche qui vous permettent d'identifier des plantes voilà. Après, on peut monter des filières si elles n'existent pas de culture et après d'approvisionnement éthique pour faire des preuves de concept en R&D en France et après les industrialiser. Ça a pris combien de temps tout ça, à peu près 18 mois. Donc 18 mois entre le moment où tu es dans ta cuisine et le moment où tu sors le premier. C'est quoi? C'est un POC, même pas? C'est directement le rouge à lèvres? Non, c'est directement le produit industrialisé, mais on appelle ça notre preuve de concept, notre POC. On a fait sur 3 teintes. Après, on a fait du co-développement produit, donc avec vraiment nos clientes pour améliorer ces teintes, tenues, textures, voir quelles étaient les volontés, les besoins marchés. Et au fur et à mesure, on a développé chaque teinte et chaque produit comme le mascara, liner, etc. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes? Tu sens qu'il y a un truc? Quand ça commence à prendre? C'est-à-dire? Tu étais en poste toujours? Tu as démissionné après ou non, Non, j'ai créé vraiment à cette période-là, et quand je vois que ça commence à prendre, c'est plutôt mon mari qui sort de son ancienne société, vend ses parts, et que voilà, j'arrive à convaincre de me rejoindre pour vraiment créer une marque avec un ADN fort, de faire un positionnement marketing aussi intéressant, puisque lui, il a un MBA commerce international, donc qui était vraiment très complémentaire à mon expertise scientifique. Et c'est à ce moment-là, effectivement, puisque j'ai démarré en auto-entrepreneur, qu'on a créé la SAS et que le Rouge Français 2.0 est né, on va dire. Comment vous financez tout ça? Alors au début, c'est en fonds propres. Il y a aussi le Love Money. Donc là, voilà, on appelle la famille, les amis. On n'a pas fait une plateforme de crowdfunding, mais plutôt effectivement du Love Money classique. Mais je sais que voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent KissKissBankBank ou Ulule, etc. Donc qui fonctionnent très bien. Et derrière, on a eu une chance extraordinaire, puisque grâce à nos innovations, on a fait beaucoup de concours d'innovation. On a gagné pas mal de concours, et sur un concours au Carrousel du Louvre, un jour, on a eu en prix la chance de pouvoir pitcher devant des investisseurs, et on avait le choix entre différentes possibilités pour être incubé, et finalement on a choisi le groupe L'Occitane, qui est un incubateur sur Marseille qui s'appelle Obratory, qui était vraiment très intéressé par nos innovations et ce côté très disruptif en maquillage et en cosmétique. Et donc on a réalisé avec le groupe L'Occitane un seed
Donc c'est aussi pour ça, grâce à eux, qu'on a aussi des bureaux, des locaux et un laboratoire de R&D à Marseille. Et après, c'est vraiment des levées de fonds avec des business angels. Donc, on a fait appel à des investisseurs privés, notamment Femmes Business Angel, INSEAD, mais aussi la première femme business angel de France qui s'appelle Chantal Baudron, qui est passionnée de botanique, qui nous a rejoints dans cette aventure. Donc voilà, pour créer effectivement une société robuste et investir dans ces innovations, il a fallu lever des fonds grâce à ces business angels. Là, la prochaine étape, c'est de passer sur des fonds d'investissement. Vous n'avez pas encore fait de levée de fonds avec des VC aujourd'hui? Non, c'est la prochaine étape. Ok. Donc, le POC est créé, il va falloir le vendre. C'est quoi? C'est plutôt, vous avez une idée de le faire plutôt offline, plutôt online? Le monde de la cosmétique, c'est c'est un marché énorme de plus de milliards de dollars ou d'euros si on parle en euros. Donc on est à 800 milliards dans le monde. Ah, il y a 800 milliards de marché, de potentiel. La taille de marché de 800 milliards? Ouais, c'est énorme. C'est un marché qui est mondial et énorme. Ah, oui. Sur le segment en plus du bio, donc de tout ce qui va être ingrédients issus de l'agriculture biologique, c'est aussi en forte croissance avec un marché de plus de 48 milliards de dollars. Donc et avec une croissance de 9% tous les ans. Donc on va être vraiment sur, on va dire une approche qui va être effectivement physique mais aussi digitale, donc omnicanal, pour acquérir finalement quelques petites parts de ce marché énorme, puisque aujourd'hui on sait que plus de 95% du marché est pris par 4 grandes marques au niveau mondial qu'on connaît tous. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est effectivement de faire ses preuves sur des approches directes marché pour aller chercher ces petites parts restantes via le digital. Donc on a eu la chance de démarrer très très fort sur le digital. Il est bien votre site d'ailleurs, il est très bien votre site. Merci. Du coup, on s'est positionné sur effectivement un e-shop, mais aussi sur les réseaux sociaux, ce qui nous a valu aussi d'être certifié, enfin en tout cas mentionné en tant que Digital Native Integrated Brand, donc DNVB, sur 2020 et 2021. Et on a eu une acquisition énorme aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram en très peu de temps. Donc aujourd'hui, on a une communauté qui est de plus en plus importante. Mais par exemple, en 12 mois, on a eu une acquisition de plus de 200% de followers. Donc grâce à vraiment cette approche direct au consommateur, B2C, qui nous a permis d'accéder à un marché qui est très concurrencé et oligopole. Et comment vous, une fois que tu as donc justement ce POC, il faut t'adresser quoi à des industriels, des fabricants? Oui. Oui. Donc comment tu les as trouvés? Ils sont en France, j'imagine, parce que c'est forcément votre marque de fabrique. Oui, tout à fait. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une rencontre dès le début avec effectivement un industriel qui produit en Normandie, qui nous a fait confiance, qui nous a permis aussi de démarrer avec des petits volumes, parce que quand vous êtes une jeune start-up, vous avez pas des volumes sur le marché assez intéressants pour eux. Et donc eux, ils ont vraiment parié sur nous, et derrière, au fur et à mesure, ça a payé, puisque sur le marché, on a mis plus de 300 000 produits, et du coup, voilà, l'industriel qui nous a fait confiance au début s'y retrouve aujourd'hui. Vous avez vendu 300 000 rouges à lèvres? Ouais, on a mis sur le marché plus de 300 000 produits. Ah oui, c'est bien. Après, en digital, c'est important, c'est comme ça qu'on a démarré, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, on est encore vraiment sur une stratégie omnicanal. C'est important parce que l'un se nourrit de l'autre, et la distribution physique est importante, donc surtout à l'international. En France, aujourd'hui, on a une 50aine de points de vente. On a aussi un showroom. On a eu la chance d'avoir pendant ce fameux Covid, cette pandémie mondiale, l'opportunité d'intégrer une boutique dans le quartier Place Vendôme, proche des Tuileries, ce qui nous a permis d'avoir un point assez rayonnant pour démontrer
à, on va dire, des acheteurs à l'international, nos capacités aussi en vente physique. Et là, on est en train de signer un contrat mondial sur plusieurs points de vente, notamment en Chine, en Europe, en Russie et Italie, Espagne aussi. Chez qui on peut vous trouver à part chez vous? Du coup, voilà, dans notre showroom, notre e-shop. Après, on est présent dans la parfumerie sélective. Donc, par exemple, le groupe April et donc le groupe Bogart qui a pris les planètes parfums. On est aussi présent chez Douglas à l'international ou dans des K11 en Asie comme Kapok à Hong Kong. Et derrière, là, l'idée, c'est de pouvoir intégrer plus de 300 points de vente l'année prochaine. Sephora, non? Alors, en fait, par exemple, le groupe Bogart a acheté tous les Nocibé en physique en France, donc plus de cinquantaine points de vente pendant le Covid. Donc, ça devient un concurrent assez puissant de Sephora. Et l'idée, oui, c'est de pouvoir derrière potentiellement intégrer un groupe comme cette parfumerie sélective. On est aussi présent sur les pharmacies hybrides et aussi les hôtels de luxe et les spas. Et en termes de production, une fois que c'est fait, c'est assez facile. Vous arrivez à produire, vous n'avez pas de problème de production? Alors en termes de volume, en termes de volume, demain tu tombes un Sephora qui te prend 300 000 pièces, tu peux arriver à les produire? Oui, voilà, en termes de volume, on a une capacité importante. On a des lignes de production qui permettent d'avoir des volumes pour inonder le marché mondial. Donc on n'a pas du tout de contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le maquillage, ce sont un rouge à lèvres, c'est 4 grammes, donc c'est vraiment petit. Et derrière, ça permet d'avoir des vracs assez importants et de pouvoir produire beaucoup d'unités. Donc là, c'est confié à un industriel qui va vous fabriquer la matière et qui va fabriquer le rouge à lèvres directement avec l'emballage avec tout? Oui. On est aussi bien sur la production des vracs, packaging primaire et secondaire. On a une production française sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Même le packaging. D'accord. Et les retours, comment vous gérez l'online justement? Vous avez une logistique, comment vous gérez les retours? Oui, on a aussi une logistique en région parisienne. Et donc, tout est processé et industrialisé aujourd'hui en France. Les retours, comment ça se passe? Vous en avez beaucoup, ça arrive, comment ça se passe pour un rouge à lèvres, un retour justement? Ça va à la poubelle ou c'est... Non, on a des processus qualité. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir 0 cas de cosmétovigilance, donc on n'a pas de retour avec, on va dire, des problématiques importantes. Après, ça peut être, par exemple, j'achète un rouge à lèvres qui s'est écrasé. Qui plaît pas, non mais... Voilà, qui s'est écrasé ou une teinte qui plaît pas. Là, on va en fait demander un renvoi de produit pour étude au centre qualité. Et effectivement, pour satisfaire la cliente, parfois on échange la teinte ou on explique voilà pourquoi le produit est normal. Voilà. Mais de toute façon, un retour, c'est jeté à la poubelle directement. S'il est utilisé, c'est jeté. Ah oui, bien sûr. Oui, forcément, oui. D'accord. Oui, ça va au rebut, c'est utilisé, bien sûr. Quelle gamme alors, parle-moi de ta gamme un peu. Donc, on va parler du produit, de la gamme. Donc, on a la gamme rouge tinctorial avec 16 teintes de rouge à lèvres et un baume aussi à l'acide hyaluronique et aux probiotiques, qui est aussi une innovation qu'on a brevetée, qui permet de réhydrater les lèvres, qui s'inspire des rituels islandais de protection du grand froid. On a chaque rouge à lèvres a une plante tinctoriale mise en avant. Donc, on a évoqué la garance, le roucou, mais on a aussi l'hibiscus. Ou par exemple, là, on va voyager en Polynésie avec le Mauna Loa, avec un rouge très feu volcan. On a aussi le châtaignier, le castanea, avec cette inspiration corse pour des nudes et des beiges. Le Covid nous a fait accélérer sur la gamme regard, où on a développé des teintes de mascara noir, bleu et pourpre, notamment avec la céréale le sorgho, qui donne des violets pourpres magnifiques. Des eyeliners, donc ça c'est la gamme indigo céleste. Donc on a intégré l'indigo qui vient de la plante persicaire, qui est cultivée aussi en bio en Provence, en agriculture biologique, et qui s'inspire des astres, des constellations.
Le rouge Garance Royale, donc qui est une gamme teint qui va s'appliquer aussi sur les pommettes et les lèvres, donc avec des cheek and lips, qui intègrent en fait différentes teintes de Garance qui s'inspirent finalement des femmes, des princesses impératrices de l'époque, qui incarnaient voilà des cultures ancestrales intéressantes vis-à-vis de la Garance. Donc Cléopâtre, Néfertiti, Zénobie, etc. Et là, en formulation, on est sur le teint pour les fonds de teint et sur février, on lance la gamme vernis pour les ongles. Le rouge français, ça va être un nom qui va rester ou c'est parce que c'est un moment ça fait quand même rouge à lèvres. Et aujourd'hui, vous allez faire une gamme, apparemment, vous allez faire une gamme complète de cosmétiques. Oui, l'intérêt, c'est d'être non plus pionnier en coloration végétale, mais leader sur le marché, donc de pouvoir développer vraiment la totalité des gammes de maquillage et pourquoi pas aussi aller dans le soin. On a déjà une huile de soin pour les lèvres et aussi des sérums, des produits régénérateurs pour les cils, les sourcils. Et la repousse des poils. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur ces deux segments de marché. Et derrière, on souhaite, voilà, en plus, enfin après voilà, le rouge, on va dire, c'est un autre débat. Le rouge, c'est pas que le rouge à lèvres, c'est aussi dans toutes les cultures une couleur qui est puissante et qui va évoquer la féminité, la beauté de la femme, mais aussi le courage, la réassurance. Puisque voilà, on sait que le rouge c'est aussi un acte révolutionnaire ou de réassurance en beauté. Donc l'idée, c'est de garder le rouge français sur la totalité des gammes, bien sûr. Vous êtes sur un secteur, j'ai vu 45 € le rouge à lèvres, donc vous êtes sur un secteur haut de gamme. C'est la limite haute quand même des prix. Le prix compte quand vous créez ce genre de produit ou vous arrivez à le rendre accessoire ? Alors en fait, le prix d'acquisition est à 45 € sur le rouge à lèvres, mais derrière, on a effectivement un packaging qui est rechargeable. Donc on est à 25 € sur la recharge. Donc ça reste du luxe accessible et qui permet de consommer moins de packaging. Donc on est sur un positionnement premium qui intègre une innovation, des ingrédients de qualité issus de l'agriculture biologique. Donc ça a un coût et voilà, c'est normal de pouvoir le valoriser à sa juste valeur. Mais derrière, on le rend accessible par ce business model de recharge. Et l'étui, il est en quoi ? C'est pas du plastique ? Donc effectivement, l'étui est important en termes de développement, l'écrin, puisque le rouge français, c'est pas qu'une formule saine et engagée, mais c'est aussi un packaging qui va être éco-responsable. Donc pour être en cohérence avec la totalité de nos valeurs et fabriqué en France. Donc pourquoi éco-responsable ? C'est parce que c'est un matériau très innovant qui est issu de l'huile de ricin. Donc on va être sur une huile végétale. Donc c'est un biomatériau qui est biosourcé végétal et comme c'est un monomère, il est aussi recyclable. Et en plus, on a intégré ce système de recharge. Donc on va être vraiment sur un impact environnemental minimisé. On consomme moins de packaging, mais aussi on va pouvoir le recycler. Quand tu vois que Guerlain sort un rouge à lèvres, alors ils le disent, je ne sais pas si c'est vrai, à 95% d'origine naturelle, ça pourrait vous faire peur ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des brevets, d'accord, mais ils sont totalement à même de faire quelque chose d'équivalent, quoi. Le principe du brevet, c'est d'être protégé, donc non. Oui. Et l'idée, c'est de, s'ils sont intéressés, pouvoir licencier. En fait, effectivement, la naturalité, le degré de naturalité, ça a absolument rien à voir avec la provenance des ingrédients, la certification bio aussi. On est une des premières marques à être luxe et bio. Et en plus de la naturalité, eux, leurs pigments sont issus de la synthèse chimique et non en fait du végétal. Mais une première marque au monde, il n'y a personne d'autre qui fait ça ? Oui,
Sur la coloration végétale, on est la première marque au monde à proposer des plantes tinctoriales comme pigment. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Alors, moi, je suis peut-être pas la bonne personne. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me vendre un rouge à lèvres? Alors du coup, l'exercice de vente du rouge à lèvres, le rouge français aujourd'hui sublime les femmes avec la coloration végétale. Donc vous allez avoir un maquillage qui permet vraiment de pouvoir protéger votre santé, en tout cas de pouvoir qui n'intègre aucun ingrédient controversé, avec un packaging luxueux et désirable. Donc souvent, ce que je fais, c'est des démonstrations où je montre vraiment la teinte, les couvrances aussi incroyables que la nature peut nous prodiguer. Lorsqu'on vend le produit aussi, c'est un univers onirique. On va faire voyager les clientes dans ces différentes cultures ancestrales. Donc dans notre showroom, on peut voir des planches botaniques, on peut voir des matières premières. Donc on va vraiment de manière transparente montrer comment sont fabriquées nos formules et après expliquer effectivement nos engagements sur l'environnement avec les packaging. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est aussi une des premières startups à parler d'économie régénérative et ça plaît beaucoup aux clientes. Donc, on va leur expliquer que lorsqu'elles achètent un produit, elles participent aussi à leur échelle, finalement, à replanter des arbres, puisque l'économie régénérative, c'est de créer des actions positives pour l'environnement, de séquestrer plus de CO2. Je parlais de 84 kilos de CO2 pour un arbre planté. Et en fait, la cliente, lorsqu'elle achète un rouge à lèvres, elle plante en amont une plante tinctoriale, puisque ça fait partie de notre process et j'ai fait tous les calculs. Un rouge à lèvres, c'est équivalent à une plante tinctoriale dans notre process, mais aussi en aval, puisqu'on reverse des fonds via en fait une structure qui s'appelle Endprint pour planter des mangroves, qui sont les premiers végétaux séquestreurs de carbone. Donc c'est aussi un acte militant d'acheter un rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à ton produit aujourd'hui, où tu dois progresser en fait? Ça va être les profondeurs de gamme, mais ça c'est toujours une question d'investissement. C'est vrai que on a des produits naturels donc qui réagissent en fonction des carnations du pH, mais il n'y a jamais assez de teintes. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une panoplie, un pantone végétal infini, mais on a développé que 16 teintes de rouge à lèvres. Et dans les grandes marques, il y en a beaucoup plus. Donc l'idée c'est de pouvoir continuer ce développement pour que chaque personne ait la teinte idéale qu'elle souhaite avoir. Ok. On va élargir un tout petit peu ensemble sur le maquillage et sur le vegan. Tu as dit à 2 reprises, tu as parlé de désir en fait, pour que ça soit désirable. À quoi ça sert un rouge à lèvres par rapport à un autre maquillage? Un rouge à lèvres, c'est, comme je l'évoquais aussi, une arme de réassurance. Ça permet aussi à la femme, avec une petite touche de rouge, de se sentir plus courageuse, de pouvoir, en fait, au quotidien, gravir des échelons et de pouvoir se sentir belle naturellement. Un rouge à lèvres, c'est aussi en temps de crise, on parle d'index lipstick, un indice important, puisqu'il montre aussi la réassurance économique d'un pays. Donc ça va au-delà de la personne et de la réassurance d'une personne, mais de toute une économie, parce qu'il est très fluctuant en fonction des crises. On l'a vu là pendant la crise Covid. On a eu un index lipstick qui s'est écroulé. Les ventes en rouge à lèvres se sont écroulées de moins 50%, donc c'est vraiment historique. Et dès que on ressort un peu, on n'utilise pas le masque, on a des ventes en recrudescence. Donc c'est, on va dire, un indice qui est très sensible. Le rouge à lèvres, c'est aussi le produit le plus technique du maquillage. Donc c'est pour ça qu'on a démarré par le rouge à lèvres, pour asseoir vraiment cette expertise sur les plantes tinctoriales. Parce qu'il est plus simple de faire du produit de soin, une crème, ou même, on va dire, la gamme regard et teint, que vraiment un rouge à lèvres. Que je comprenne bien. Alors, donc, on l'a dit à plusieurs reprises, effectivement, le fait d'avoir un masque, évidemment, ça va limiter les ventes de rouge à lèvres, parce que les jeunes femmes ou les femmes n'ont pas besoin de se maquiller puisqu'elles ont le masque, ça d'accord. Tu parles de ce lipstick index, effectivement, je l'avais relevé.
Alors, je voudrais que tu me l'expliques parce que, alors, je vais lire la définition parce que je le connaissais pas du tout. C'est un concept inventé et défendu par Leonard Lauder, donc je pense que c'est celui d'Estée Lauder, qui est censé établir une corrélation inverse entre les ventes de rouge à lèvres et le niveau d'activité économique. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Bah oui, c'est ce que j'expliquais. C'est un produit de réassurance économique. C'est un peu comme c'est un objet de luxe en fait. Le rouge à lèvres, on s'achète une partie d'une grande marque au lieu de s'acheter un sac à main ou voilà un soulier, donc qui coûte un peu plus cher. Donc c'est aussi un objet tribal où on va être fier d'appartenir à une communauté via une marque finalement. Et en cas de crise, les gens veulent se réassurer et donc consommer. Et souvent, c'est les marques de luxe qui sont targetées en premier. Donc, tu veux dire que j'ai pas les moyens d'acheter un sac ou un tailleur Chanel, mais je peux toujours mettre 60 € dans un rouge à lèvres et dans ma tête, je ferai partie du club Chanel quand même. C'est ça. J'accède à un univers, à une poésie, à une histoire. Et du coup, c'est vrai que cet aspect de consommation est important pour réassurer les gens en cas de crise. Donc, c'est pour ça que l'index rouge à lèvres existe en économie. Toi, je crois que tu aimes bien l'histoire de l'art, donc l'histoire, et tu en as parlé de paléontologie tout à l'heure, donc même de préhistoire. Ouais. Est-ce que tu as étudié pourquoi, donc ça fait ces vieux, pourquoi les femmes se maquillent en fait, et pourquoi les hommes ne se maquillent pas? Alors les femmes se maquillent depuis tout temps parce que ça fait partie aussi des rites de culture ancestrale. Hein. Par exemple, j'évoquais les rites de passation de l'enfant à la femme. La plante qu'on connaît très bien, par exemple en Afrique du Nord, c'est l'aîné. Lorsqu'on va se marier, on se fait des tatouages à l'aîné. En Égypte antique, on a retrouvé effectivement du maquillage dans les tombeaux à base de garance parce que voilà, la femme dans ses rituels de passation de l'état vivant à mort aussi est important de rester belle et d'avoir ses produits de cosmétiques avec elle et de soins. Donc c'est aussi ancré dans ces cultures. Pourquoi elles se maquillent maintenant dans nos sociétés modernes? Encore une fois, je pense que c'est pour se sentir courageuse, fière et avoir une petite mise en beauté. Donc c'est la beauté intérieure et extérieure qui coïncident ensemble. Pour les hommes, je pense pas que les hommes ne se maquillent pas. Il y a beaucoup de cultures où les hommes se maquillent, se tatouent. Par exemple, j'ai pas évoqué le génie-papo, qui est une plante tinctorielle qui est beaucoup utilisée chez les Maoris pour faire des tatouages en culture ancestrale. Il y a aussi des pays où actuellement dans notre économie récente, les hommes se maquillent. Même Chanel, on le voit, a sorti la gamme Boy pour les hommes. Ah bon? Tout le monde met un peu de correcteur, même pour unifier le teint ou corriger les imperfections quand on est un homme. Et en Chine, le plus gros KOL sur le rouge à lèvres, donc les Key Opinion Leaders, ce sont des influenceurs comme en France, mais qui vendent les produits, qui peuvent vendre plus de 300 000 produits en 5 minutes. C'est un homme, c'est Austin, qui lance la plupart des marques de luxe et qui vend le plus de rouge à lèvres en Chine. Sur le vegan, entre les habits, la nourriture, alors les cosmétiques, les produits d'hygiène, la lessive, etc. C'est une mode, une tendance, et justement Guillaume Dubois des Nouveaux Fermiers me disait que de temps en temps il se faisait traiter de bobo. Est-ce que c'est réservé aux bobos? Comment on faisait avant en fait? Oui, avant la viande était aussi un objet de luxe. Mais surtout, oui. Voilà, c'était difficile de pouvoir accéder à ce type d'ingrédients dans sa nourriture. On était plus sur du basique tel que les céréales. On va aller chercher les protéines via les céréales et une alimentation végétalienne. Donc non, je dirais pas que c'est un truc de bobo ou tendance, mais qu'on revient aussi à ce qui se faisait à l'époque et finalement à
une consommation plus équilibrée, plus proche de la nature, et qui va intégrer beaucoup moins de graisse, beaucoup moins de propriétés oxydantes finalement, parce qu'on sait que voilà la viande entraîne aussi des maladies cardiovasculaires, obésité, et même des risques de cancer, et que ça c'est fortement diminué chez les populations végétariennes par rapport aux omnivores. Donc non, je vais dire qu'on revient aussi au basique, et que comme tout dans la vie, c'est qu'une question d'équilibre. Mais oui, c'est bien sûr. Mais pourquoi ces messages-là qui sont envoyés pourquoi est-ce que aujourd'hui encore, que ça soit L'Oréal ou je sais pas qui, ont largement les moyens, la possibilité de le faire, pourquoi ils le font pas en fait? C'est la question que je posais justement à Carole, oui. quand Pampers aujourd'hui regarde des boîtes comme Joon vendre quand même des centaines de milliers de couches. C'est un marché c'est dommage, mais bon, ils sont peut-être pas à ça près d'ailleurs. Mais pourquoi ils le font pas? C'est ça. Déjà, ils ont un marché énorme, et du coup, ils sont quand même. C'est des oligopoles, donc je pense que voilà, c'est à la marge de pouvoir capter ce genre de tendance. Mais aujourd'hui, et surtout en crise pandémique, on se rend compte que les gens switchent complètement. Ils veulent des objets de luxe désirables, mais aussi qui fait du bien à leur santé, en tout cas qui n'altèrent pas leur santé, et qui soient éco-responsables, puisque voilà, le réchauffement climatique, c'est plus un mythe, hein, on est en plein dedans, et si on veut préparer l'avenir et la planète de nos enfants, il faut prendre des actions concrètes et rapides, et donc du coup ces segments de marché dont on dit conventionnels commencent aussi à vouloir des objets, des produits engagés, des services engagés, et je pense que pourquoi ils y sont pas encore, c'est parce que les processus, alors déjà ils vendaient des produits issus de la synthèse chimique depuis des années, donc comment on explique en fait à nos clients que ce que je vous ai vendu pendant des années aujourd'hui c'est néfaste, ça ne coïncide pas avec vos volontés sur la protection de l'environnement. Déjà, c'est un discours qui est difficile d'un point de vue marketing à expliquer. Donc, ça se fait progressivement, pas à pas. Et ce qu'ils font, c'est plus d'acheter des jeunes sociétés, des startups, où ils gardent en fait la marque pour après, atteindre d'autres segments, d'autres populations sur le marché, mais pas n'altérer leur marque historique, on va dire. Et dire que voilà, ils vendaient du produit chimique depuis des années. Donc ça, c'est un peu la stratégie, et on le voit dans le marché des fusions-acquisitions, il y a énormément de petites marques qui sont rachetées par des grands groupes. Ensuite, sur les processus de développement de formulation, nous, on est capable, en jeune start-up, de pouvoir développer des produits en 4 à 6 mois. C'est juste exceptionnel. Aucun grand groupe n'est capable de faire ça. C'est des formulations, des développements produits qui mettent plus de 12 mois, 1 an et demi parfois. Donc là, quand on va acheter aussi une jeune start-up, on va économiser tous les temps de recherche et développement et de lancement produit. Bien sûr. Alors, c'est du B2C. Comment c'est compliqué, ça coûte cher de s'implanter chez le particulier. Comment vous sortez de l'ombre à la lumière? On sait que ça va coûter très cher. Comment vous avez fait pour... tu parlais de 300 000 rouges à lèvres vendus. Comment vous avez fait en fait en termes de marketing? Du coup, c'est les investissements majeurs, hein, le marketing, surtout sur le marché de la cosmétique. On a pu être reconnu comme DNVB et avoir une forte croissance sur le digital, notamment grâce aux réseaux sociaux. Du coup, pardon Frédéric, ça gêne là le bruit, tu l'entends ou pas de ma fille? Vas-y, c'est pas grave. Parce que là, c'est le repas, alors du coup, elle est avec son père. Non, mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas moi, ça me gêne pas, mais ça, de toute façon. Pour tes auditeurs, ça fera un bruit de fond, c'est pas grave. Exactement. Okay. Non, ça va aller. Donc, vas-y. Ouais. Donc, du coup, ce que je disais, c'est sur le digital, ce qui a été très intéressant chez le Rouge Français, c'est de se positionner sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, puisque grâce à des partenariats, des collaborations fortes avec des influenceurs ou d'autres marques, on a pu vraiment créer une notoriété, une visibilité importante qui permet de capter beaucoup de parts de marché. Donc, c'est vraiment l'acquisition qui a été centrale au début pour pouvoir faire décoller le B2C.
Et notamment, on a travaillé avec des belles maisons comme la maison Molinard. On a recréé leur premier rouge à lèvres parfumé en co-développement produit. On a travaillé aussi en collaboration avec l'Opéra de Paris, des institutions assez fortes, même sur les engagements éco-responsabilité et l'économie régénérative avec BMW. Donc, on a eu vraiment aussi ces synergies créées avec d'autres marques. Aussi avec la marque bio qui s'appelle Melvita, donc du groupe de l'Occitane. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir une acquisition assez forte. Et les influenceurs, on a travaillé notamment avec Iris Mittenard, qui est Miss Univers. Ah oui. Comment vous trouvez tout ça ? Du coup, c'est la passion, la volonté. Pas d'RP, de vous avez une agence, non ? En fait, de changer le monde de la coloration et aussi d'aller vers plus de végétal. C'est un constat qui est partagé avec d'autres marques et on a réussi à les embarquer, nos partenaires et nos marques avec qui on collabore sur ce schéma-là. Après, on travaille beaucoup en direct, puisque cette passion, elle doit se transmettre directement. Mais on a aussi des partenaires sur le digital. On travaille avec la société Les Causantes, qui est une des 4 sociétés françaises certifiées Facebook, donc qui a aussi un positionnement très fort sur l'acquisition, le digital. Okay. Et du coup, ils sont vraiment très performants. Ils nous ont accompagnés aussi sur toute cette chaîne de valeur, sur le digital, et de pouvoir avoir des KPI assez performants. Ton rôle aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, moi, je suis la cofondatrice du Rouge Français et je m'occupe vraiment de la partie recherche et développement chez le Rouge Français, de la partie marketing et communication. D'accord. Ensuite, Salem, du coup, mon mari s'occupe vraiment de la partie business développement commercial et aussi d'une partie digitale. Et sur la partie finance, on est tous les deux sur les levées de fonds, etc. Tu me parlais d'influenceurs. J'imagine qu'à un moment, quand vous commencez à avoir du succès, quand vous avez commencé à avoir du succès, tu as dû avoir des blogs, des gens qui parlent de toi, des avis sur des réseaux sociaux. Ils sont sûrement pas tous... Tu dois avoir de temps en temps des critiques. Comment ? Des haters, on appelle ça. Voilà, tu as sûrement des petits blogs qui doivent parler de toi et qui vont essayer ton rouge à lèvres, par exemple, et qui vont... pas l'adopter, le critiquer. Comment tu vis la critique ? Comment tu vis cette critique sur les réseaux sociaux ? Tu réponds, ça te fait mal, des fois c'est injuste aussi. Comment tu le vis ? On appelle ça aussi les haters. En fait, c'est vrai que c'est des personnes assez actives sur les réseaux sociaux qui vont, dès la moindre petit défaut ou faiblesse, critiquer. Et pour nous, c'est aussi une force parce que ces gens-là ont une énergie incroyable. Et lorsqu'on prend le temps vraiment de les écouter, de trouver des solutions pour les satisfaire, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs d'une marque. Donc, pour nous, chez le Rouge Français, le KPI numéro 1, c'est la satisfaction client. Ce que j'explique vraiment tous les jours à nos équipes. Et c'est vrai que lorsqu'on prend le temps, pas de faire un email pour répondre ou juste balancer la réponse du FAQ, mais vraiment de les appeler, de trouver des solutions ensemble. Et parfois, effectivement, ça peut être le remplacement d'un produit. Ils deviennent vraiment des très bons relais de communication et les premiers ambassadeurs d'une marque. Donc l'attention client, c'est central et ça permet finalement des fois de transformer des critiques en quelque chose de très positif. Tu peux me donner quelques métriques ? Sur la globalité du Rouge Français ? Du coup, on a mis plus de 300 000 produits sur le marché, notamment sur la partie gamme rouge tinctorial. On a aussi 50 points de vente en physique actuellement en France, et là on va en ouvrir plus de 300 sur le premier trimestre de l'année prochaine. Sur le digital, on a aussi une croissance, notamment sur Instagram, de plus de 200% de followers dans les 12 derniers mois.
et 30% du marketing, 30% des budgets investissements sont vraiment axés sur le marketing. On est aussi une des top 5 DNVB françaises en cosmétique et notamment en maquillage. On est 4e sur 2800 sur le concours BFM Business Academy de cette année. Donc, j'ai été finaliste. Vous serez où dans 5 ans ? Dans 5 ans, on a cette vision vraiment d'être leader sur le marché de la coloration végétale et que cette coloration s'applique aussi bien dans le maquillage que dans le soin coloré. On a aussi vision de développer d'autres marchés puisque comme on s'intègre en amont de la plante tinctoriale, la transformation en pigment jusqu'au produit fini, on maîtrise vraiment tous les process et cette coloration végétale s'applique à d'autres marchés comme l'automobile, l'aéronautique, la lunetterie. Donc dans 5 ans, on espère aussi développer une business unit qui permet de valoriser ce savoir-faire et ces processus. Et l'international, vous y êtes ? Donc oui, on est déjà sur différents pays. On est on s'est fortement développé sur l'Europe et l'idée là, c'est de passer sur l'Asie de manière avec une très forte croissance sur l'année prochaine. On a déjà fait la translittération en chinois du rouge français. On a déjà un K11 à Hong Kong et l'idée c'est de pouvoir développer du digital mais aussi du physique de manière très importante. Ok. Question perso ? Ouais, c'est parti. C'est parti. Alors, j'ai lu que tu étais passionné par l'histoire de l'art. On en a parlé 2 secondes. Précise ? Alors, en termes d'histoire de l'art, c'est vrai que j'aime beaucoup différentes époques. J'avais une maman qui était passionnée par les objets anciens. J'aime notamment Lalique, qui est vraiment pour moi un créateur d'exception. René Lalique, qui finalement a inventé le bijou moderne et un courant artistique entier qui est l'art nouveau. On dit aussi que c'est un maître incontesté en verrerie du mouvement Art déco. Donc c'est vrai que ces périodes me passionnent énormément, où l'on voit beaucoup de végétal. Il a quand même créé en plus des bijoux, des architectures très fortes, notamment la fontaine des Champs-Élysées ou même des wagons de l'Orient Express. Et aujourd'hui, c'est l'amour du végétal à travers ces créations qui me plaît. On voit les chardons, on voit les feuilles qui sont très majestueuses. Et après, c'est aussi le design des années 70, années 80 qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi ? Du coup, j'ai participé à la création d'un game changer en cosmétique et notamment sur la réappropriation d'une industrie perdue, d'une filière de culture de plantes tinctoriales, puisque en France, on était un bastion reconnu mondialement avant le 18e sur les garancières et la production de garances. On exportait partout dans le monde et c'est des savoir-faire qu'on a perdus. Là, c'est vraiment mon engagement sur la réimplantation de cette filière économique en France et que je puisse être citée dans les livres comme un pionnier en maquillage sur la coloration végétale, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Toi qui as créé ton petit musée à 8 ans, on te sent hyper passionné par ton projet, par ta société, pardon, c'est plus un projet, par cette mission, par l'entreprise, etc. Tu es en train de te ressasier ? Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est pas un job finalement, c'est vraiment une passion que je vis au quotidien, qui me nourrit au jour le jour. Et donc finalement, à travers cette tâche quotidienne, la motivation ne fait qu'amplifier. Effectivement, je m'alimente de cette passion et de cette création.
Ça t'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas, dans le métro ou dans un restaurant, de voir une fille sortir l'écrin de ton rouge à lèvres et se maquiller, tu ressens quoi? Bah, c'est une grande fierté. C'est vrai que Ouais. ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ou même des gens qui parlent du Rouge français sans qu'ils sachent que je suis la cofondatrice. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de montrer que il y a une alternative et que aujourd'hui les femmes sont fières aussi de sortir un objet désirable de leur sac à main. Ce qui m'a rendu fière aussi, c'est quand ma fille se maquille avec les produits Le Rouge français, parce que c'est aussi une problématique chez les enfants. Hein. Ils adorent et de plus en plus tôt se maquiller. Et finalement, quand ils ont des produits sains dans la main, c'est une vraie fierté par rapport finalement à mes engagements. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer? J'aurais aimé créer une société qui s'appelle Guayapi, qui a été créée par une femme incroyable qui s'appelle Claudia Ravel, chez qui effectivement on a été au Sri Lanka, donc qui a créé notamment un jardin en fait de culture sous les arbres en agroforesterie. Et qui commercialise des produits qui viennent du Sri Lanka, mais aussi d'Amérique du Sud, de ces plantations, de ces jardins, sur des filières éthiques et durables. Elle a aussi créé la réglementation sur les alicaments, là où il y avait un flou réglementaire. Donc, c'est aussi cette passion d'anticiper la réglementation pour aller toujours plus loin. Et ces engagements sur vraiment le respect de la biodiversité, de la faune, de la flore et des populations locales qui vivent finalement de ces cultures. Donc, c'est cette société qui m'inspire beaucoup. Qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve, c'est quand il y a un manque de consensus dans, par exemple, des réunions, que ça s'éternise. Ce que j'aime, c'est vraiment que les gens puissent s'exprimer. Donc, je vais pas donner mon avis tout de suite. Et en tant que bon leader, les processus de remontée d'informations, ce qu'on appelle le bottom-up, est important, que chacun puisse donner son avis, s'exprimer. Et du coup, voilà, ce qui m'énerve, c'est quand ça dure et que les gens ont du mal en communauté à aller vers une même vision. Tu préfères l'efficacité? Ouais, c'est l'efficience. L'efficience. Est-ce que tu peux me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué? Si tu devais mettre 3 photos sur un frigo, 3 étapes, 3 moments. Ce qui m'a marqué, c'est par exemple au début de ma carrière, vraiment le fait qu'on me fasse confiance assez jeune sur des périmètres à fort empreinte scientifique. Quand par exemple j'ai vraiment créé de nouvelles entités biologiques, des nouveaux vaccins. Où j'étais aux États-Unis expatriée et que on m'a fait confiance sur vraiment de la création de valeur sur le domaine de la santé. C'est aussi quand assez jeune dans le monde du conseil, j'ai créé la business unit biotech où j'ai pu manager plus de 15 personnes alors que j'avais même pas 25 ans. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'ont marqué parce que gérer on va dire les leviers de motivation, les leviers de démotivation et les problématiques de personnes qui ont 2 fois votre âge, c'est pas toujours évident. Et ça m'a beaucoup appris. Et bien évidemment, quand j'ai créé le Rouge français, où à chaque, on va dire recrutement, j'ai une certaine fierté, ça me marque beaucoup parce que voilà, j'ai l'impression de créer des choses et de transmettre surtout, transmettre une passion et une vision sur un avenir plus végétal. Combien vous êtes aujourd'hui? On est 7. Mais vous resterez, ça serait. On est 7. Ça serait une petite boîte toujours, non? C'est pas besoin d'être une grosse boîte en fait. Ah non, oui, alors après, ça dépend. Après, ça dépend, des oui, marchés, s'il y a des pays, etc., bien et sûr. de ce qu'on veut faire, mais Ouais. voilà. Et il y aura forcément des relais dans certains pays. On s'accompagne de partenaires, de prestataires qu'on externalise, mais l'objectif, c'est de recruter parce que là, on est tous au four et au moulin aujourd'hui. C'est l'offline qui va vous contraindre justement à embaucher et à grandir encore plus parce que il faut quand même aller visiter ou les parfumeries ou les chaînes de magasins et tout ça. Oui, bien sûr. Après, on a des relais, des agents sur différents pays qu'on va former. Et c'est vrai que cette force supplétive commerciale est essentielle pour pouvoir avoir une croissance à l'international et s'approprier aussi les cultures de chaque pays.
Tu as des hobbies ou tu fais du sport? Alors, je suis une passionnée de travail, donc c'est vrai que mon sport et ma hobby, c'est le Rouge français. Mais des fois, je m'octroie quelques pauses, notamment sur le yoga. J'aime beaucoup me recentrer sur moi et aussi pouvoir avoir cette réflexion corporelle et mettre en cohérence mon corps avec mon esprit. Et parfois aussi des sessions où je me défoule complètement, où je fais de la boxe. D'accord, c'est cool. Donc yoga et boxe, voilà. Tu bosses le week-end aussi ou Oui, vacances, jours fériés, tout le temps. 7 sur 7. Quel est le bouquin sur ta table de chevet? Du coup, c'est plus sur le sport en ce moment, avec une femme que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Bernadette de Gasquet, qui apprend finalement à réaliser des positions de yoga et de sport pour faire travailler les muscles en profondeur. Donc voilà, Bernadette de Gasquet qui accompagne aussi beaucoup de futures mamans et l'accouchement et qui est une maître incontestée du périnée. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir se recentrer sur son corps et j'aime beaucoup cette femme. Film ou série? Les séries. Les dernières? Ouais, la Casa del Papel. C'est vrai que... Ah, je viens de j'ai terminé hier soir. Qu'est-ce que t'en as pensé de la dernière? Alors, première partie, parce qu'il est sorti en 2 fois. Deuxième partie de la dernière saison, meilleure que la première partie, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord, je suis alignée. C'est vrai que ça accélère. Ça accélère, ouais. C'est moi, une je suis série qui est très sympa, qui s'est accélérée sur la fin, je suis d'accord. Alors, il y a une série qui fait un carton chez mes invités, c'est Succession aussi en ce moment. Je sais pas, t'as entendu parler? Ah non, pas du tout. Je vais regarder. C'est sur Canal ou OCS. Oui, par contre, c'est une sorte de Dallas des temps modernes avec tout un tas de péripéties dans une famille qui a de l'argent. Il faut aimer le truc. Hein, voilà. Ah oui. Mais elle fait un carton. J'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé de cette série. Après, du coup, je l'ai vue. Voilà. D'accord. Qui pourrait être je te pose l'avant-dernière question du podcast. Hein, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi? Alors moi, j'aimerais bien te présenter Chantal Baudron, qui est la première femme investisseur et qui a vraiment créé une société aussi sur les RH en recrutement, qui recrute des talents. Et c'est vrai que c'est aussi une femme d'exception parce que elle permet vraiment à l'économie française et aux innovations de se révéler. Je pense que voilà, c'est une forte personnalité et aussi une passionnée de botanique. Donc, pour moi, c'est en résonance sur la passion du végétal. Tu pourrais me faire une intro? Bien sûr, avec plaisir. Allez, je te pose la dernière question du podcast. Donc, ce podcast, tu le connais parce que tu l'écoutes, s'appelle La Combinaison. Parce que, évidemment, je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette, les ingrédients. Alors, ça va te parler à toi, évidemment, oui. Qui t'ont amené là où tu es arrivé. Quelle pourrait être la combinaison d'Élodie Carpentier? Alors la combinaison de Élodie, ce serait vraiment une grande dose de persévérance et de résilience, mais aussi, on va dire, de passion et un peu d'esprit d'enfant, pour être créative. Donc c'est vraiment un savant mélange des deux, et c'est un peu aussi finalement mon ADN avec ce parcours scientifique, mais aussi cette double compétence commerce et être baigné dans un milieu d'art. Donc c'est voilà, la combinaison entre la science, la créativité, l'innovation. Écoute, on a terminé. Il faudrait vite que tu sortes une gamme d'hommes, comme ça je pourrais être client. Parce que là, je pourrais pas te garantir que demain matin je vais me maquiller. Oui. Mais écoute, j'ai passé un bon moment. J'ai surtout compris plein de choses. Et puis tu sais, on voit tout un tas. Tu parlais d'NVB tout à l'heure, de tout un tas de sociétés qui se créent comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé un peu, c'est ta vision un peu, ou ton entreprise un peu à mission. Évidemment, mission, celle de rendre le maquillage plus simple, plus vertueux, etc. Mais aussi, toi, la passionnée de l'art, enfin d'histoire, de reprendre un peu des mécanismes ancestraux qui ont permis que les femmes, alors tu parlais de Cléopâtre tout à l'heure, mais se maquillent et puis refaire ce qu'on a toujours fait en mieux.
Oui, c'est d'avoir un impact, une entreprise à mission, comme tu l'évoquais, mais aussi refaire vivre des cultures ancestrales et notre histoire. Merci beaucoup, Elodie. Merci Frédéric. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.